Ça, tu peux l'enregistrer, ce que je dis maintenant. Parce que l'art, pour moi, ça a toujours été, et pas seulement pour moi, je pense que l'art, c'est une espèce de valise de survie. Je lis cette idée à une idée qui est que le don, la vocation, n'est pas un cadeau. La vocation, c'est une très grande charge, responsabilité. Si tu veux, dans l'Évangile, il y a cette histoire de le maître de maison qui donne aux ouvriers, au premier il donne un talent, au second il lui donne 2 talents et à l'autre il lui donne 3 talents. Et le soir venu, celui qui a eu 3 talents lui rapporte 6. Et celui qui a eu 2 talents lui rapporte 4. Et celui qui a eu 1 talent lui rend. En disant, voilà, je te rends ce que tu m'as donné ce matin. Et le maître se met dans une grande colère. Et ça souligne le fait qu'un talent est une responsabilité. Et c'est lié d'ailleurs, l'art est une valise de survie, parce que les deux sont liés. C'est-à-dire dans la mesure où il y a la responsabilité d'une vocation, et il faut assumer. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas pu trahir ce don. Je sentais que j'avais un don pour exprimer les choses que je sentais, mais je ne pouvais pas les trahir. Et c'est pour ça que j'étais toujours seul. C'est important ce que je dis maintenant. C'est-à-dire, il y a certains éléments qui ont été continus et qui ont formé, si tu veux, la structure intime de mon alphabet. Parce qu'autrement, dans mon travail, si on regarde superficiellement, sans tenir compte de ce trajet intérieur, on pourrait dire que j'ai beaucoup changé. Que d'un coup, je suis passé d'un art, mettons, exubérant, j'ai passé d'un coup à un art géométrique. Mais si on comprend ce que je viens de dire, c'est-à-dire ce cheminement obscur, hein, et mettons plus intérieur de mon travail, à ce moment-là, on constate que les éléments sont les mêmes. Les préoccupations structurales, je dirais, de l'œuvre sont les mêmes. C'est-à-dire, je pense que la recherche de l'équilibre formel, de la taille d'un objet ou de la taille même du rectangle qui me sert de fond, c'est très très important pour moi dans l'élaboration d'une œuvre. C'est très très important. Je dirais que c'est une des choses essentielles. Toujours chez moi, il y a une orthogonalité, il y a une horizontale, une verticale, qui est le point qui déclenche l'événement visuel. Et comme je veux passer un message émotionnel, un dire émotionnel, et à ce moment, cette géométrie, elle n'est pas rigide, elle est un peu bancale, elle penche d'un côté, elle est sensible. C'est une géométrie sensibilisée, voilà. Je ne suis pas un coloriste dans le sens commun du terme. Parce que dans le sens commun du terme, on appelle coloriste quelqu'un qui fait comme une espèce d'orchestration. Et moi, je ne procède pas comme ça. Chez moi, il y a des tons qui sont séparés par des grandes places, des grandes surfaces neutres. Quand les rapports sont justes, tout le reste vient tout seul. Et la couleur, et la composition. Quand la forme est à son apogée, la couleur est à sa splendeur. Les deux sont ensemble. Je pense d'ailleurs que dans le processus même de la création, je pense toujours que le premier jet, c'est le meilleur. Les gens pensent peut-être qu'après, si on continue, on peut perfectionner et faire mieux, et j'y crois pas. Parce que dans le premier jet, il y a toujours moins de pensée et plus de cœur. Et après ça, quand on essaye d'améliorer, mettons, à ce moment-là, c'est moins bon. Parce que la pensée intervient et elle court-circuite le processus. La pensée, quand elle intervient, la pensée est toujours répétitive. Et d'ailleurs, par exemple, quand je commence une pièce maintenant,
Laissons donc le passé de côté. Maintenant, je fais quelque chose. Maintenant, je fais le philosophe. Le premier jet est toujours bon. Le premier jet, même s'il n'est pas fini, même s'il est boiteux, même si les rapports ne sont pas bons, il est vivant. C'est ça que je sens profondément. C'est pour ça que c'est très intéressant souvent de préférer quelque chose de loupé, mais qui est venu comme ça, d'une manière somnambulique. Et ça, c'est plus intéressant que d'essayer de le bien faire. Il y a eu sûrement un changement d'alphabet, comme tu dis, mais il y avait aussi peut-être la rencontre de notre amour, avec de nouvelles perspectives, de nouvelles exaltations, tu vois, qui est arrivée à ce moment-là. Tout cet énorme bagage, qui est le bagage basé sur le moi fonctionnant dans la vie de chacun de nous, eh bien, cela ne peut rien servir dans l'art. Tout ça, c'est zéro pour l'art. C'est pour ça que, si j'essaie de définir l'acte de création, je dirais qu'une des premières choses, c'est de laisser au vestiaire tout ce bagage, toutes ces valises qui ne servent à rien. Si on le laisse de côté, ça veut dire que toute une instrumentalisation différente prend place. Et dans cette instrumentation différente, bien, les vertus qui étaient valables avant ne fonctionnent plus, dans le sens que l'aspect émotionnel prend une place, tout en donnant la main à la pensée, mais il y a une pensée qui est une pensée qui s'approche du sentiment. Ce n'est pas la même pensée, ce n'est pas la pensée de la vie, c'est une pensée qui s'approche pour pouvoir donner la main à cette sensibilité profonde. Et là, c'est un acte extraordinaire, parce que là, c'est un état. Et cet état, c'est un état créatif, comme je le sens moi. Pour moi, le lit était un truc très mystérieux. Il me semblait que dans le lit on prend vie, et après ça, on fait l'amour, on dort. Et le sommeil est très important, parce que dans le sommeil, il n'y a plus de moi qui intervient et qui court-circuite le grand cheminement. Quand on est dans le sommeil profond, on est dans l'absolu. Et donc, ça, c'est la magie du lit. Et puis dans le lit on meurt. Tout ça, le lit a toute une poésie, toute une histoire extraordinaire. Quand je le fais, je suis complètement dedans. Je suis complètement en immersion. Je suis en apnée. Je l'ai construit avec une espèce de volupté, je dirais, de plaisir. Parce que j'ai utilisé une perspective qui est une perspective complètement fausse, mais qui alimentait, si tu veux, mon imaginaire. Parce que si tu regardes bien un lit comme celui-là, toute la partie en haut du lit, elle est vue en plongée. Et les pieds sont vus, pas en plongée. Les pieds sont vus au niveau. Donc tout ça est complètement faussé. Et si tu veux, c'est une image déformée, tordue, avec une fausse perspective. Et tout ça, pour moi, c'était comme un langage très clair de la puissance picturale
Je ne pouvais la trouver que comme ça. Et alors j'ai placé ce lit dans des aplats très simples. Il y avait un sol, un fond. Et tout ça, ça faisait que la chose devrait se lire presque comme une estampe naïve. Tout ça, c'était les premières idées qui me sont venues dans la tête quand je construisais le lit. J'étais très libre et très content de le faire. Et la grande peinture a été toujours un langage subtil entre des aplats et des volumes. Mais le volume était, si tu veux, comme la surface du tableau. Les aplats, c'était les grands espaces. Et la chose où il y avait l'accident, où ça tournait, était des espaces réduits et intenses. Et au fond, ce que je fais, si tu regardes par exemple le philosophe, c'est des grands aplats. Le rapport entre les aplats du fond et les grands accidents qui sont où? Dans la main et le visage, et dans les pieds peut-être. Ça représente même quoi? La 50e partie de la surface. Et si tu regardes un tableau des peintres de la Renaissance, il y a un jeu de cette nature-là. Et alors quand il faisait beau, il se mettait dehors, et il était exactement comme je l'ai peint. Et souvent, il avait ce geste de se mettre la main sur la tête, que tout de suite, moi, d'un coup, j'ai inventé, j'ai imaginé complètement. Lui, il m'a servi de déclencheur. Tu vois, je l'ai dessiné d'abord sans qu'il le sache. Je l'ai dessiné comme ça, et comme il avait toujours cette idée, peut-être dans sa tête ne se passait rien du tout, seulement des idées d'amertume. Mais moi, je l'ai décrypté toujours comme un type qui est en train de méditer. D'abord peut-être sur la mort, et puis de méditer aussi sur la fragilité et l'inconséquence de la vie. Et du coup, il prenait une coloration complètement extraordinaire.